Le 4 avril 2006, le trafiquant de drogue marseillais Farid Berrama est assassiné dans un bar du 13e arrondissement de Marseille. Il tire, 3 hommes tombent. Parmi les victimes, Farid Berrama, surtout connu comme un spécialiste du règlement de compte, on l'appelait aussi le rôtisseur. Ancien homme de main du parrain du grand banditisme marseillais Francis le Belge, Farid Berrama contrôlait une grande partie du marché de la drogue dans les quartiers nord au début des années 2000. Quand Farid Berrama était le patron des cités, il y avait très peu de règlements de compte. En 2000, il y a eu 0 mort. En 2001, il n'y a eu qu'un seul mort. Les autres années, quelques morts, mais ça montait pas très haut. Parce qu'en fait, le règlement de compte, c'est l'indicateur que d'une seule chose, la concurrence. C'est pas l'indicateur d'autre chose. À ce moment-là, pas de concurrence, peu de morts. Après la mort de Farid Berrama, ses lieutenants s'entretuent pour le contrôle du trafic. En 2010, un adolescent de 16 ans est tué d'une rafale de Kalachnikov dans la cité sensible du Clos-la-Rose. Des dizaines de douilles, elles témoignent de la violence de ce règlement de compte à la Kalachnikov. Il meurt sur son fauteuil de dealer. Il y a des images à l'époque qui montrent le premier gamin qui est tué non pas en son nom, mais en tant que cible, en tant que gosse d'un réseau, quoi. Et ça, c'est les débuts de ce que je vais appeler, moi, l'ubérisation. C'est-à-dire que les trafics de stupes ont évolué de telle manière qu'on est passé donc du pyramidal vers de l'ubérisé, du fragmenté. Les règlements de compte s'enchaînent à Marseille, situation hors de contrôle. La drogue, elle a jamais fait autant de dégâts, il n'y a jamais eu autant de guerres. Je vais enchaîner les contrats, frérot, je vais descendre. Le jeune homme serait un membre du clan DZ Mafia, réputé pour régner sur une partie du trafic de drogue dans la cité phocéenne. Cette semaine, dans la grande histoire, je vous raconte comment l'organisation criminelle DZ Mafia tente d'imposer son règne sur le trafic de drogue marseillais. C'est un fléau terrible, donc on n'y cédera rien. Dans les années 2010, le trafic de stupéfiants de la cité Bassins, située en plein cœur des quartiers nord de Marseille, est contrôlé par un certain Mehdi Laribi, surnommé Tic. Parce qu'il a joué dans un film qui s'appelle Ramsa, et il joue le rôle d'un gamin, et le surnom de ce gamin c'est Tic. Le surnom lui est resté. Au début des années 2020, le réseau de Bassins monte en puissance. Il doit faire face à la concurrence d'un autre réseau établi dans la cité voisine de La Paternelle, les Yoda, dirigé par un trafiquant du nom de Félix Bingui, surnommé le Chat. Mehdi Laribi, il a pris un modèle sur son adversaire de l'époque, qui s'appelait le Maga. C'était le nom du lieu. Le Maga, c'est le magasin. C'est un lieu à La Paternelle qui s'appelle le magasin. Le Maga a fait faire à un graphiste un super maître Yoda qui fume un joint. Et quand les gens allaient acheter leur shit, tu l'as trouvé où? Tu l'as trouvé où? Ben, j'ai trouvé au Yoda. Et donc eux, ils ont eu l'idée de s'appeler les Yoda. C'est le début de ce qui va devenir les franchises. C'est-à-dire, ça y est, ils ont une marque. Les Yoda. Alors que le marché de la drogue marseillais se restructure autour de franchises, le réseau de Bassins adopte le nom de DZ Mafia. Donc quelques gros, les semi-grossistes, la DZ Mafia, avec tous les noms qui vont avec, Yoda, La Frappe, etc. Mais ces gens-là, eux, ils vont déléguer la vente à des très jeunes. Parce que la vente, il n'y a rien de plus compliqué. Il faut gérer la concurrence, il faut gérer la police, il faut gérer aussi, d'un point de vue commercial, les clients, plus les employés. Donc bon, c'est de la RH tout ça. Et puis c'est pas de la RH qui se gère au prud'homme derrière, ça se gère à coup de calibre. On se retrouve avec un guetteur du quartier, il va nous raconter un peu son histoire, comment il s'est retrouvé ici. J'ai pas vécu une belle enfance. Ouais. J'ai vécu une mauvaise enfance, tu vois, c'est quoi? J'étais dans les vols, je me suis trouvé dans la rue. Et t'as que 15 ans? Ouais, j'ai 15 ans, et t'inquiète, je me débrouille comme un homme. Il y en a environ 20 000 sur une année qui travaillent à Marseille dans les stupes. Pas 20 000 à un instant T, mais 20 000 glissants sur une année qui vont rentrer sortir. On a environ 20 000 gosses. Alors que les têtes de réseau se partagent la plupart des bénéfices, souvent depuis l'étranger, les petites mains du trafic sont en première ligne. J'ai regretté des trucs, mais j'ai pas regretté, tu sais pourquoi? Parce que j'avais faim. Et la faim, tu peux faire n'importe quoi avec la faim. La faim justifie les moyens, c'est ça? Ouais. Pas de tendresse, ma tendresse c'est la rue frangée. Il faut bien comprendre que le trafic de stupes n'est pas une économie redistributive. Le but du jeu, c'est de faire du gros fric pour les gros dealers. C'est de faire des gros sous, et donc on exploite ceux du dessous. Tout en bas de l'échelle, les guetteurs, dont la fonction est de signaler l'arrivée de la police, peuvent gagner jusqu'à 150 € par jour. Les gamins, la majorité, non seulement ils gagnent peu, mais ils gagnent des dettes. Ils vont devoir de l'argent. Et non plus, ils vont plus en gagner, ils vont dealer gratuit.
et ils vont dealer gratuit longtemps. De plus en plus souvent, on a des phénomènes d'esclaves du shit avec cet endettement-là. Pour renouveler la main-d'œuvre, les clans recrutent directement sur les réseaux sociaux en affichant les salaires pour chaque poste, parfois en promettant la sécurité du point de deal. On va exploiter ça, donc on va te valoriser pour être violent. Tu vas d'abord aller casser la gueule à quelqu'un. On va te donner un peu de coke, on va te payer, on va valoriser tout ça. Et à force de faire des choses comme ça, tu perds en empathie, tu perds en capacité à comprendre que faire le mal, c'est quelque chose d'inhumain. Et en effet, il va y avoir une sorte de tamis qui va sélectionner ceux qui sont le plus aptes à perdre cette empathie-là. Ils sont très peu nombreux, mais il en suffit de 10 à l'échelle française, et si chacun tue 10 personnes, ça fait 100 morts. Début 2023, une guerre éclate entre la DZ Mafia et le clan Yoda. Les deux réseaux criminels qui cohabitaient pacifiquement jusqu'à présent luttent désormais pour le contrôle du trafic de drogue à la Paternelle. Une altercation entre les deux chefs de clan dans une boîte de nuit en Thaïlande au début de l'année 2023 aurait mis le feu aux poudres. Cette année-là, les assassinats liés au trafic de stupéfiants ont coûté la vie à 49 personnes dans les Bouches-du-Rhône. Un record. Les 3/4 de ces meurtres sont liés à la guerre de territoire entre la DZ Mafia et le clan Yoda. Cette guerre ne se limite pas à Marseille. En mai 2023, 2 membres du clan Yoda sont éliminés à Salou, une station balnéaire espagnole. Dans ces affaires criminelles, les enquêteurs observent depuis quelque temps un rajeunissement des tueurs à gages. Les commanditaires, depuis leur canapé à Dubaï, ne prennent plus de risques. Ils payent et recrutent de jeunes hommes demain. Ils ont parfois 18 ans. On a parfois des très jeunes personnes qui sont recrutées parfois sur les réseaux sociaux. Les victimes sont de plus en plus jeunes, mais les auteurs sont de plus en plus jeunes aussi. C'est des mineurs parfois. Ils ont 13, 14, 15 ans. Pour les premiers qui rentrent dans le monde ici, pour le travail où on t'exploite, c'est évident. La nouveauté, c'est que maintenant, on a des gens qui passent à l'acte criminel, que ce soit du meurtre ou au moins de la séquestration, torture, à ces âges-là aussi. Ça, c'est nouveau. Désormais, les gangs opérant dans le trafic de stupéfiants font appel à de jeunes tueurs à gages peu expérimentés, recrutés parfois sur les réseaux sociaux et les messageries cryptées. Je vais enchaîner les contrats, frérot, je vais redescendre. Âgé de 18 ans au moment de son arrestation en avril 2023, Matteo F est soupçonné d'avoir assassiné plusieurs personnes appartenant au clan Yoda pour le compte de la DZ Mafia. Sur cette vidéo de surveillance datant de mars 2023, Matteo F poursuit sa future victime dans la rue, armé d'une Kalachnikov. Avoir la possibilité d'enlever la vie est quelque chose qui le fascine. Et donc, tuons des gens et ensuite postons-le sur les réseaux, comme ça on saura que je suis quelqu'un. Sur l'avenir, on va dire que je me suis en train d'envoyer sur un contrat, je suis en train de rigoler, la vie de ma mère. Selon les déclarations de Matteo F aux enquêteurs, celui-ci touchait 20 000 € fixes par contrat d'assassinat. Mais le montant pouvait monter jusqu'à 50 000 € en fonction du nombre de vues de ses vidéos postées après les meurtres. Finalement, il se fait interpeller et quand il est en audition, il montre bien qu'il n'a aucune sensibilité et il montre bien aussi que si on ne l'avait pas attrapé, il aurait continué. En mars 2024, Félix Benguy est interpellé à Casablanca, au Maroc. C'est un grand coup porté au clan Yoda, déjà affaibli par sa guerre contre la DZ Mafia et les nombreuses opérations de police. De son côté, la DZ Mafia fait face à un nouveau rival, les Blacks, un gang comorien implanté dans la cité Félix Piat. En fait, on est dans un film d'horreur. Alors, des films d'horreur à Marseille, on a l'habitude, hein, il faut se dire les choses. Ça fait longtemps qu'on a vu des films d'horreur. Mais des films d'horreur à ce niveau-là, avec une telle jeunesse, très honnêtement, moi, de mémoire de policier marseillais, 23 ans de service ici, j'avais jamais vu. Le 2 octobre 2024, un adolescent de 15 ans est poignardé de 50 coups de couteau à la cité Félix Piat avant d'être brûlé vif à la cité de Fontcolombe. 2 jours plus tard, un chauffeur VTC est abattu froidement par un adolescent de 14 ans après avoir refusé de le déposer à la cité Félix Piat pour y commettre un meurtre. Le mineur de 14 ans sort son 357 Magnum qu'il avait à la ceinture et lui tire une balle mortelle à l'arrière du crâne. Pourquoi on prend des gamins ? Parce qu'on sait, qu'ils vont se faire choper rapidement, soit par le réseau d'en face, donc se faire tuer,
soit par la police, donc mis en prison, donc on ne les paiera même pas, ou peu. Après le meurtre du chauffeur VTC, un détenu se revendiquant de la DZ Mafia a appelé la police pour se dénoncer. Il a reconnu avoir engagé les 2 adolescents. La DZ Mafia a vite dit il n'est pas chez nous. Justement, ça leur échappe ce truc de franchise, c'est-à-dire qu'un franchisé va se dire de la DZ alors que c'est juste une franchise. Cela fait plusieurs jours que de fausses informations circulent en boucle dans les médias et dans les réseaux. Le noyau dur de la DZ Mafia, on va dire la maison mère, a fait une vidéo où ils disent c'est pas nous. Parce qu'en fait, tu peux perdre la clientèle. Une clientèle qui dit attendez, moi éthiquement parlant, je vais plus aller chez la DZ. Si vous tuez des chauffeurs VTC. Le communiqué d'aujourd'hui est fait dans l'intention de rétablir la vérité. Notre nom est devenu une marque utilisée par de nombreuses personnes malveillantes et mal intentionnées qui n'ont strictement aucun rapport avec nous. La DZ Mafia, c'est devenu une franchise, une marque. Et donc à partir du moment où c'est une marque qui veut s'étendre. Désormais, la DZ Mafia ne se cantonne plus à l'échelle de Marseille. Ce réseau est aujourd'hui implanté dans plusieurs villes moyennes, principalement dans le quart sud-est, mais aussi à travers toute la France. Le but du jeu, c'est de vendre son produit à des gens qui se chargeront de le vendre. Donc en fait, dans ce système de franchise, qui est le même que celui des fast-food, c'est exactement la même chose, on délègue ça à des gens dans les différents lieux où ça pousse. Donc les petites villes, périphériques, donc le milieu périurbain, c'est logique que ça pousse dans ces lieux-là. Donc la France entière est concernée. Selon le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, plusieurs meurtres commis sur le territoire français sont en lien avec des clans marseillais. C'est le cas d'Anis, 15 ans, tué à Poitiers à la fin du mois d'octobre, de Nicolas, 22 ans, tué devant une discothèque en Ardèche début novembre. Ce dernier meurtre aurait un lien direct avec la DZ Mafia, toujours selon le ministre. Ils fournissent par exemple de la protection pour un réseau. Tu as un réseau de Nîmes, tu appelles la DZ Mafia à Marseille en disant on est en conflit avec le réseau d'en face, venez nous aider. Le problème c'est que tu as mis le verre dans le fruit là. Parce que généralement, ils en veulent un peu plus. Ils disent bon maintenant on est chez nous, on vous a aidé mais maintenant on est chez nous. Et donc ils mettent leur marque. Au-delà de l'expansion territoriale, la DZ Mafia opère également une diversification dans ses activités criminelles avec le racket. Depuis toujours, le banditisme est multicarte. Un domaine ancestral, classique, qui est ce qu'on appelle la protection, donc du racket. Tu as un commerce, tu as une boîte de nuit, tu as quelque chose, tu payes et il t'arrivera rien. Et si tu payes pas, il t'arrive quelque chose. C'est pas n'importe qui peut racketter. Il faut quand même avoir une certaine puissance, je dirais, militaire quelque part, ou paramilitaire. Donc en effet, ce sont les groupes puissants du moment qui se remettent au racket et ils vont racketter les endroits où il y a des sous. En août dernier, le rappeur marseillais SCH a échappé à un guet-apens à la sortie d'un concert dans une discothèque à Montpellier. Un proche de l'artiste a été tué dans la fusillade. Selon Le Parisien, la star du rap a indiqué lors de son audition face aux gendarmes qu'un gang marseillais lui réclamait 300 000 €. Les enquêteurs soupçonnent la DZ Mafia. Début septembre, l'influenceuse et star de la télé-réalité Maïva Guénam aurait été également victime d'une tentative de racket. Selon RTL, Maïva Guénam aurait indiqué aux policiers qu'elle était victime d'un coup de la DZ Mafia. Je vous le dis, je n'ai pas peur de vous, je ne me cache pas. Je suis en direction de l'aéroport pour aller à Dubaï. Et je me suis jamais cachée dans Marseille. Au mois de mars 2024, le chef de l'État s'est rendu dans le quartier de la Castellane à Marseille après plusieurs opérations policières de grande ampleur contre les gangs. C'est un fléau terrible, donc on n'y cédera rien. Le monde politique, il a besoin de résultats. Et il n'y a rien de mieux que d'envoyer des flics, dire on a chopé 1800 dealers. Cette opération baptisée Place Net XXL s'est étendue dans le Nord, en région parisienne, dans l'agglomération lyonnaise, à Clermont-Ferrand et Dijon. 6 opérations ont lieu partout en France au moment où je parle et qui continuent. La première, vous l'avez vu, à Marseille et puis d'autres comme ici à Dijon. C'est 1357 interpellations qui sont comptées à partir de ce matin. Ces opérations de police sont des opérations de com. Elles ont un tout petit intérêt, c'est que pendant une courte période, elles vont apaiser la cité. Pendant une période de 2-3 jours, on est en train de parler de ça, une semaine pour le plus long, ils vont être un peu apaisés. Ça sert qu'à ça. Début novembre, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et le ministre de la Justice Didier Migaud se sont rendus à Marseille pour annoncer un nouveau plan de lutte contre le narcotrafic. On doit élever cette cause à une cause nationale. C'est un combat national qui prendra des années. Avec Didier Migaud, nous ne sommes pas venus vous dire que parce qu'on fait une conférence de presse aujourd'hui, parce qu'on va demain
voter une loi après-demain, la pieuvre est vivante. Il faudra des années. Quand M. Retailleau vient à Marseille, tout récemment, il vient avec le ministre de la Justice, mais il n'y a pas le ministre de la Ville, il n'y a pas le ministre de l'Éducation. Alors qu'en fait, on a un problème les problèmes sont des problèmes liés à l'école, en partie. Pas de moyens, pas de quoi repérer un gamin qui part en vrille vers la 6e et qu'on va essayer de récupérer, ou en tout cas utiliser l'école pour l'amener vers des soins, je dirais, dans le sens large du mot soin. On n'a pas ces ministres-là. On ne prend pas en compte l'aspect social et sociétal. Ça n'existe pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, j'espère qu'à présent vous en savez un peu plus sur la DZ Mafia et les problématiques autour du trafic de stupéfiants. Si vous voulez prolonger sur ce sujet, je ne peux que vous conseiller le dernier livre de Philippe Pujol, Cramé, dans lequel il raconte au travers de plusieurs personnages le quotidien de cette petite main-d'œuvre exploitée dans la violence et la misère. Si vous êtes intéressé par le crime organisé, je vous mets le lien des épisodes consacrés au cartel de Sinaloa et à Griselda Blanco, la mentor de Pablo Escobar. Avant de vous laisser, je voudrais remercier toutes les équipes de Brut qui m'ont aidé à réaliser cet épisode et je vous dis à très vite pour une nouvelle grande histoire.